Bonjour à toutes et tous. Alors, merci de m'avoir invité. On m'a demandé aujourd'hui d'intervenir sur euh, finalement avoir des bons réflexes pour avoir un œil critique face à des allégations environnementales. C'est très tendance, les allégations environnementales, depuis quelques années hein, déjà, mais alors ça augmente de jour en jour. Alors j'ai 15 minutes, donc c'est assez rapide. Je voulais juste vous dire que je devrais m'absenter, moi, assez rapidement, autour de 10h40, donc je ne serai peut-être pas là pour les questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est de les mettre par écrit et je vous répondrai par l'intermédiaire de Écosciences, si cela vous convient. Le support de présentation aussi, je pourrais vous le remettre sans aucun problème puisque je vais passer très vite dessus. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui peut vous servir tant à titre professionnel qu'à titre personnel, évidemment. Alors, donc, développer un œil critique sur les allégations environnementales, c'est tout un programme. Déjà, il faut avoir en tête le contexte et les enjeux de la consommation. Donc, très, très rapidement, bah voilà, on a des produits consommés par habitant qui augmentent de plus en plus. On les multiplie par la population mondiale qui, elle aussi, augmente. Et du coup, ça génère finalement des pressions sur les ressources naturelles et ça génère des pollutions. J'espère que ça ne sera pas trop frustrant. Des fois, je fais cette présentation en plus d'1 heure et demie. Donc là, j'ai vraiment réduit, mais ça sera un petit peu frustrant malgré tout. Un chiffre peut-être à retenir, c'est que 84% de l'empreinte carbone générée par les Français résulte de la fabrication des biens et services qu'ils consomment. Donc, c'est pas une paille, hein, c'est vraiment important qu'on se questionne sur la consommation et donc sur la production des biens et services. Là, très rapidement, les Français, eux, déclarent être prêts. Ils ont de plus en plus conscience de l'urgence à agir pour la planète. Ils attendent plus de transparence des marques quant aux impacts des produits. Et l'impact personnel en faveur de la consommation responsable poursuit sa démocratisation. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui s'étend. Alors après, il y a toujours un delta entre ce que déclarent les Français et de ce qu'ils mettent en œuvre, mais on est tous pris par plein d'arbitrages et il n'y a pas toujours que l'environnement dans nos arbitrages. Très rapidement, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, mais c'est des fondamentaux et ça rebondit sur ce que vient de nous dire Bernard, c'est cette notion de fausses bonnes idées. Et pour avoir cet esprit critique, il faut avoir en tête plusieurs notions fondamentales pour comprendre comment finalement on évalue les impacts environnementaux des produits et comment il faut le faire. Déjà, il faut le savoir, tout produit a des impacts sur l'environnement. Même le produit avec un super label, avec de l'éco-conception en amont, etc. En fait, hein, finalement, le meilleur produit, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça, c'est sûr. En revanche, tous les autres produits ont des impacts sur l'environnement. Donc, une fois que c'est dit, il faut quand même avoir ce raisonnement de moins consommer. Après, un autre point important, c'est qu'à chaque catégorie de produits, il y a des impacts environnementaux distincts. Les impacts d'une tomate ne sont pas les impacts environnementaux d'un jean, d'un matelas ou d'un cosmétique, d'un produit cosmétique. Ça aussi, c'est fondamental. Peut-être que j'y reviendrai par la suite, mais en tout cas, ayez ça en tête. Deux autres notions extrêmement fondamentales. C'est l'escalade. Le cycle de vie du produit. Un produit, vous voyez le petit schéma en haut à droite, il est composé de matières premières. Donc les matières premières, il va falloir les extraire ou les fabriquer, ou les cultiver, les produire. Donc il y a les matières premières. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la fabrication du produit, mais aussi de son emballage. Il va y avoir des étapes de transport. On l'a mise ici, mais les étapes de transport se retrouvent un petit peu partout dans ce cycle de vie du produit. Ensuite, il y a un aspect commercialisation, distribution. Ensuite, ça arrive chez le consommateur final, qu'il soit professionnel ou individuel, donc il va utiliser le produit. Puis après, quand on n'en a plus besoin ou que le produit ne fonctionne plus, soit on a une fin de vie du produit, soit il va être valorisé, notamment par du réemploi ou du recyclage. Ce cycle de vie, il est important parce que, en fait, si on regarde les impacts d'un produit uniquement à une étape, et qu'on change ce produit pour l'améliorer, par exemple en retirant le plastique,
Et en le remplaçant par une autre matière, on peut arriver à ce qu'on appelle des transferts de pollution. Par exemple, si on remplace le plastique par du carton ou par du papier, bah, en effet, on n'utilise plus de matière fossile qu'est le pétrole, mais on va reporter les impacts environnementaux bah, sur la production du bois. Donc là, il faudra absolument que le bois soit géré durablement pour limiter les impacts. Donc, c'est des notions un petit peu complexes, mais vous les entendez, c'est ce fameux transfert de pollution. Donc attention aux fausses bonnes idées quand on remplace un ingrédient ou un produit par un autre. Et la dernière notion fondamentale, c'est la notion de multi-impact. Je regarde l'heure, excusez-moi. La notion d'approche multi-impact, elle est aussi importante. Aujourd'hui, dans les médias, vous n'entendez parler quasiment que d'émissions de gaz à effet de serre, de changement climatique, voilà, de consommation d'énergie qui vont générer ces gaz à effet de serre. C'est important de l'avoir à l'esprit parce que tout produit va avoir des impacts sur le changement climatique. Mais, et c'est un grand mais, dans l'absolu, et nous, ADEME, on travaille dans ce sens, mais aujourd'hui, vous, consommateurs ou professionnels, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a aussi plein d'autres impacts. Donc là, vous l'évoquiez, hein, l'impact sur la biodiversité, les impacts sur la qualité de l'eau, les impacts en termes de consommation d'eau, les impacts sur le sol, les impacts sur l'air, etc., etc. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette approche et cycle de vie et multi-impact pour s'assurer qu'on fait les bons choix. Après, pour avoir ces notions-là, on passe sur des dimensions beaucoup plus techniques et scientifiques, notamment avec l'analyse de cycle de vie, qui est un outil d'évaluation des impacts environnementaux des produits. Mais on n'en est pas là. Là, il y a des professionnels qui le font. Mais au moins, ayez à l'esprit ces différents points qui sont fondamentaux. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que je vais vous dire après. Oh là là, ça j'adore ce genre de diapo où on voit rien du tout. Bon, je l'ai remis à l'écran, mais vous les reparcourrez après. En gros, c'est bah, qu'est-ce qu'un produit plus respectueux de l'environnement? Bah, c'est un produit dont on limite au maximum les impacts sur l'environnement d'un point de vue cycle de vie et multi-impact. Et je vous ai remis une définition parmi d'autres de la consommation plus responsable. Bah, consommer responsable, c'est faire des choix qui intègrent les conséquences de son achat ou de son non-achat. Le meilleur achat, hein, c'est celui qu'on ne fait pas, et pour le portefeuille et pour l'environnement. Et donc, du coup, on va limiter, c'est d'avoir une consommation qui finalement va limiter les impacts sur l'environnement, la santé et d'une manière générale sur la société. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là parce que je pense que c'est la suite qui vous intéresse le plus. Alors, un petit zoom sur les allégations environnementales à poser sur les produits. Eh bien, il y en a plein. On parle de jungle des informations sur les produits. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand je mets ma petite souris, j'espère que vous la voyez. Elles sont ces informations environnementales de différentes sortes. Il peut y avoir des labels environnementaux, donc des pictogrammes qui sont parfois associés à des référentiels, c'est-à-dire des cahiers des charges qui vont décrire à quoi le produit doit répondre pour avoir un impact limité sur l'environnement. Il va y avoir des étiquettes environnementales. Donc, celles-ci, elles sont obligatoires, que ce soit l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité qui est en train d'être mis en place, mais les étiquettes énergie que vous connaissez déjà beaucoup, ou même celles dans la qualité de l'air intérieur qu'on va retrouver sur les peintures, par exemple, et puis il en existe d'autres. Il y a un autre type d'information environnementale, c'est l'affichage environnemental. Aujourd'hui, on le voit très peu en magasin, mais ça devrait changer en 2024, notamment sur l'alimentaire, produits alimentaires et sur les produits textiles. Je suis désolée, j'ai pas le temps d'approfondir, mais si vous avez besoin, je pourrais vous envoyer un diaporama un peu plus développé. Il y a aussi d'autres types d'informations environnementales qui sont les noms de marques. Alors là, je vous le dis rapidement, mais en gros, on ne peut pas se fier à un nom de marque. C'est pas parce qu'on s'appelle l'arbre vert, soft green ou responsible product, ou je ne sais quoi, que le produit qui est à l'intérieur du packaging est plus respectueux de l'environnement. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant, comme des fois j'interroge des gens en disant est-ce qu'un produit de couleur verte est plus écologique? Et j'ai encore des gens qui me disent oui.
Donc, vous voyez, selon les personnes, c'est pas que ces personnes n'ont pas de réflexion ou sont idiotes, c'est juste qu'en fait, il y a un tel lobby marketing que des fois, on peut être perdu dans toute cette jungle. Les logos des éco-organismes, les marques distributeurs aussi qui créent leur propre visuel pour identifier les produits plus respectueux de l'environnement selon leur propre référentiel. Donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mm. Les certifications des entreprises, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure, qui finalement indiquent que l'entreprise est dans une démarche d'amélioration des impacts sur l'environnement. Mais je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire que les produits fabriqués par ces entreprises sont plus respectueux de l'environnement. On y reviendra très rapidement. Et le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, bah, ces fameuses allégations environnementales. Les allégations environnementales, c'est quoi? Bah, ça peut être des termes, des mots, biodégradables, verts, écologiques, etc. Des symboles, on va le revoir tout à l'heure, des petits pictogrammes, des arbres, des planètes. Enfin, il y a une vivacité artistique, j'ai envie de dire, et une créativité sans fin et des aussi donc symboles ou graphiques, c'est un petit peu la même chose. Et ces allégations environnementales, elles peuvent se retrouver sur le produit ou son emballage, mais aussi sur des étiquettes ou sur les sites internet, etc. On peut en voir un petit peu partout. Alors, des exemples d'allégations environnementales. On va revenir dessus tout de suite, mais voilà, celle que je vous propose, peinture dépolluante, la sous-marque de cif qui s'appelle Nature, Pure et Natural, Bio Shampoing, réutilisable. Alors ça va vous intéresser, mais je vais revenir sur le côté réutilisable. Cadre de communication plus responsable. Ne criez pas, je vais vous montrer une diapo affreuse, mais c'est juste, vous allez voir, je vais vous la commenter en 2 secondes. Depuis 2014, la réglementation nationale et européenne se renforce drastiquement et de manière jamais vue sur les aspects d'allégation environnementale. Aujourd'hui, la réglementation ne veut plus laisser faire n'importe quoi aux fabricants qui, parfois honnêtement, sincèrement, parfois honnêtement vont communiquer sur des qualités environnementales de leurs produits, mais finalement qui vont ressembler à du greenwashing. On va y venir. Donc, un seul point à retenir, la réglementation européenne et nationale change et évolue dans le bon sens pour protéger les consommateurs et mieux les informer. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. 5 règles clés pour une bonne communication environnementale. Je vais passer évidemment très vite, mais vous pourrez retrouver des éléments plus complets ultérieurement. Et déjà, si vous retenez ces 5 règles clés, ça va aiguiser votre critique pour mieux vous y retrouver et vous poser plus de questions. Alors, je suis désolée, en fait, je vais vous apprendre à vous poser plus de questions et parfois à trouver des réponses, mais ça ne sera pas toujours le cas. Et parce qu'il y a toujours une part de contexte, de subjectivité, etc. Mais en tout cas, ça va vous aider, j'en suis certaine. Les 5 règles clés d'une communication environnementale robuste, ça va être le premier point, la pertinence du message, la loyauté du message, la proportionnalité du message, la clarté du message et le côté vérifiable du message. J'affiche les 5 détails. Donc la pertinence, ça veut dire quoi? Est-ce que dans le message, l'allégation environnementale, le message finalement, il cible les enjeux environnementaux clés? Est-ce qu'on parle bien des enjeux environnementaux principaux de la catégorie de produits? Tout à l'heure, je vous disais, une tomate n'a pas les mêmes impacts qu'un jean, etc., etc. Par exemple, un jean, un vêtement en règle générale, les enjeux environnementaux, ils vont se situer. C'est la matière première, c'est-à-dire comment elle a été fabriquée, et aussi la fabrication du produit. Évidemment, il y a des impacts aux autres étapes du cycle de vie, mais les impacts principaux, les plus importants, ils sont situés sur la matière, la production, la fabrication de la matière et la fabrication du produit. Donc, je ne sais pas moi, une allégation environnementale. Alors, si je commence à rentrer dans des détails tout de suite, je vais vous montrer des exemples après. Mais en tout cas, la pertinence, ça veut dire si je fais une communication sur un vêtements, eh ben, il faut que ça parle des matières premières ou
de la fabrication. Si je parle de l'emballage de mon vêtement parce que j'ai mis un superbe emballage en craft de mon vêtement, ben il y a un enjeu environnemental, mais il est secondaire. Donc là, si je fais une communication sur l'emballage de mon vêtement, on n'est pas dans une information environnementale pertinente, c'est-à-dire qui cible les enjeux clés du produit. J'espère que je vous perds pas. Je pense que ça va pour l'instant. C'est Le très côté clair. loyal, merci. Le côté loyal. Là, eh ben, on va parler de mensonges. Parfois, je vous assure, hein, parfois c'est de la bonne foi. Les gens ou les fabricants vont mal communiquer, mais en toute bonne foi. Bon, parfois, en revanche, c'est en toute mauvaise foi, mais il ne faut pas préjuger finalement de l'intention du communicant. En tout cas, le côté loyal, c'est que l'information environnementale qui est sur le produit, elle ne doit pas être mensongère. Elle doit être conforme à la réglementation et aller au-delà des pratiques du secteur. Je vous montrerai un exemple pour illustrer ce propos. La proportionnalité. En fait, l'allégation, elle ne doit pas dire que votre produit, il est fantastique. Il a toujours des impacts sur l'environnement. Il ne faut pas en rajouter sur la limitation de l'impact grâce à, je sais pas, à l'intégration, par exemple, de matières recyclées dans le produit. Ça doit représenter, l'allégation doit représenter l'exacte ampleur de l'avantage environnemental. Hop, je crois que j'ai quasiment plus de temps, mais je vais continuer. Juste 5 petites minutes. Le côté clarté, bah, ça doit être dénué d'ambiguïté. N'importe quel consommateur, n'importe quel acheteur doit comprendre l'allégation environnementale, d'accord? Ça doit être simple, précis, sans ambiguïté et avec des éléments factuels. Et le côté vérifiable, bah, ça parle de... cet adjectif parle de lui-même. Bah voilà, il faut donner des sources. Je baisse de 50% mon impact environnemental de mon produit, bah, il faut que je comprenne pourquoi on dit 50%, sur quelle base, etc. Hop. La pertinence, je vous en cite un seul. Par exemple, celui-ci. C'est une pub, c'est une publication d'Amazon. Et là, je ne pensais pas pouvoir faire bouger les lignes, mais j'avais tort. Je fais partie de l'équipe de développement durable et quand on a une idée pour améliorer les choses, on a la satisfaction d'être écouté, de voir certaines idées se réaliser. Par exemple, avec mon équipe, nous avons fait adopter l'éco-pâturage sur plusieurs entrepôts en France. Non, mais là, enfin, c'est n'importe quoi. Amazon a des impacts environnementaux colossaux. Et c'est pas en mettant 3 chèvres sur ces sites de production qu'elle va réduire l'impact. Donc, non seulement c'est pas pertinent parce qu'on ne parle pas de l'activité principale d'Amazon qui est de vendre en ligne des quantités astronomiques de produits, mais en plus, on essaie de nous faire croire qu'en mettant 5 chefs sur les sites d'Amazon, bah, en fait, Amazon devient vertueux. Bon, je suis désolée, je prends un ton volontairement un peu punchy pour capter votre attention et aussi pour vous faire réagir. Le côté loyal. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Oh, j'aime bien les flops, en fait. Je suis désolée, là, je vais vous parler des flops. Donc, ce qui n'est pas terrible. Là, par exemple, la marinière qui nettoie les océans. En plus, vous êtes en bordure de mer. Vous savez que, bon, voilà, comment on peut dire qu'une marinière va nettoyer les océans? Alors, non seulement elle n'est pas proportionnée, mais elle n'est pas loyale puisqu'il y a une exagération massive du bénéfice environnemental du produit. D'accord? Je vous laisserai, quand vous recevrez le PowerPoint, ouvrir plus grandement pour voir toutes les petites subtilités de cette magnifique publicité. Alors là, ça rejoint un peu plus votre thématique, le côté loyal. Donc là, c'est une photo que j'ai faite en supermarché, sans fourchette en plastique, réutilisable. Et donc, il y a marqué, le produit résiste à 20 cycles de lavage en lave-vaisselle à 50%. L'information est claire, précise. A priori, c'est bon. Euh, mais l'information est-elle vraie en fait, hein, donc loyale? Ben, en regardant l'épaisseur du plastique et puis en faisant un test tout bête, hein, de les mettre à la machine, ben, en fait, c'est absolument impossible de faire ces 20 cycles de lavage et de réutiliser, à moins d'aimer manger avec des fourchettes tout tordues. Ça, c'est vrai que là, du coup, ça pourrait être vrai. Voilà, donc c'est vraiment important que ça soit réel, vrai ce qui est dit. Proportionné. Alors là, il y a trop de texte aussi dans les flops, hein. Je suis désolée, je vais aussi aller dans les flops. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir dire?
Ah mince, excusez-moi. Là, le bâtiment acteur engagé. Proportionné. Alors, on voit un iceberg, donc on comprend le principe de l'iceberg. Alors, en gros, tout ces blancs là, tout ce qui est fait par cette entreprise, la Fédération française du bâtiment, c'est une fédération, elle communique sur son activité. Et là, on voit des bâtiments blancs, enfin, c'est tout pur, etc. Et puis, bon, on montre quand même qu'il y a des impacts, énergie. Le côté off de l'iceberg, finalement, visuel et logo vert, sans rapport avec l'amélioration environnementale. Il y a des termes qui n'ont pas de lien, innovation, rénovation, formation. En fait, c'est plein de termes. On a l'impression que finalement, il y a plein de choses qui sont faites et quand on regarde dans le détail, bah, c'est absolument pas proportionné dans le sens où on ne sait pas ce qui est fait, donc ça manque de clarté. Et puis, on a l'impression d'efforts énormes de la FFB, donc la Fédération française du bâtiment, alors que, bon, dans les faits, il y a des choses qui sont mises en place, mais là, c'est absolument pas explicité. Donc, c'est non proportionné ou disproportionné. La clarté, alors, ta, ta, ta. Je vais aller directement parce que je sais que j'ai un exemple qui vous convient bien et le temps presse. Là, bah, vous voyez, typiquement, c'est une autre marque, Homeside, qui vend des cuillères en plastique, une ménagère de 18 couverts réutilisables qui passe au lave-vaisselle. Alors là, c'est vrai qu'il ne précise pas qu'il va y avoir 20 passages au lave-vaisselle. Donc, ça manque de clarté dans le cas, dans le sens dans quel cadre sont-ils réutilisables? Peut-on les laver au lave-vaisselle? Oui, ça c'est mis. À quelle température? On ne le met pas. Donc si on met très fort son lave-vaisselle, bah, qu'est-ce qui va devenir? Combien de fois est-ce réutilisable? C'est pas mis. Alors autant l'autre était très précis, mais c'était faux parce que quand on fait le test, ça va pas. Autant là, bah, c'est trop vague et du coup, on est dans une information qui n'est pas assez claire. Voilà. Donc là, je sais que je commence à vous noyer. Vous dites, ah bah oui, mais alors comment on fait? Bah oui, comment on fait? Heureusement, j'ai un semblant de réponse à la fin. Vérifiable. Vérifiable, vérifiable. Bah là, tiens, par exemple, je vérifie, hop là. Vérifiable, on peut regarder les deux labels en bas, Écolabel européen et GOTS, qui sont deux labels qu'on peut trouver, GOTS sur les produits textiles et puis l'Écolabel sur une vingtaine de catégories de produits. Présence d'écolabels officiels ou de labels reconnus, vérification par tierce partie. Donc là, en fait, bon, en l'occurrence, c'est lié à des travaux de l'ADEME. L'ADEME a fait des travaux sur la fiabilité des labels et on sait que ces deux labels, écolabel européen et GOTS, portent sur l'ensemble du cycle de vie du produit, sur l'aspect multi-impact, qu'il y a un référentiel associé qui décrit parfaitement ce à quoi devront répondre les produits qui portent ces labels, et il y a une vérification par tierce partie. Donc là, en fait, on est face à une information environnementale de type label qui est fiable. Donc, et vérifiable puisqu'il y a des documents associés comme la certification par tierce partie et le référentiel. Ah, dernier point, attends, excusez-moi, voilà. Dernier point important, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a deux types de communication environnementale. Il y a quand on communique sur le produit, sur le moindre impact d'un produit, un bien ou un service. Et puis, il y a une communication sur la démarche environnementale de l'entreprise. Et aujourd'hui, alors les entreprises, soit elles sont complètement perdues pour distinguer ces deux notions, soit ça les arrange aussi parfois de tout mettre ensemble. On ne peut pas communiquer de la même manière sur un produit ou sur la démarche de l'entreprise parce que c'est confusant pour celui qui va recevoir l'information. Le code de la consommation, elle dit bien qu'une information, si elle est ambiguë, mal comprise, elle est trompeuse pour le consommateur, c'est passible d'amende, d'accord? Donc c'est sanctionnable d'un point de vue juridique. Donc, quand on va communiquer sur la limitation des impacts d'une entreprise, il faut être extrêmement clair. Il faut dire que ça parle de la démarche de l'entreprise. Par exemple, sur Amazon, on parle de la démarche de l'entreprise. Bon, là, en plus, ils ne communiquent pas bien, mais ils parlent que de la démarche de l'entreprise. Quand on parle d'un produit, on dit que le produit est moins impactant sur l'environnement. Il faut que ça soit très clair dans la communication, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que la personne qui va lire cette information environnementale comprenne du premier coup. Nous, ADEME, on suggère de plus en plus de dévier cette information environnementale
relative à la démarche de l'entreprise pour ne plus qu'elle soit affichée sur le produit. C'est une démarche corporate, on appelle ça. Donc, ça n'a pas lieu d'être sur le produit parce que c'est confusant. Très rapidement, je conclus. Ce fameux guide qui a été réalisé, alors c'est gentil de dire que c'est l'ADEME, mais ce n'est pas que l'ADEME, loin de là. En fait, ça a été un énorme travail pendant 2 ans dans le cadre du CNC, le Conseil national de la consommation, qui regroupe et la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le ministère et aussi les fédérations professionnelles et des fabricants, ainsi que des associations de consommateurs et environnementales. Donc, c'est un travail collaboratif qui a duré, comme je le disais, 2 ans, qui est sorti en 2023, juillet 2023, dans cet ouvrage de référence, hein, puisqu'il est utilisé par la DGCCRF. Vous trouverez dans une deuxième partie une liste de, je ne sais plus, 14 ou 15 allégations environnementales sur les produits qui peut vous servir soit à mieux communiquer, soit à voir si une communication est du greenwashing. Je n'ai pas défini ce que le greenwashing, mais en gros, c'est communiquer sur des éléments environnementaux d'un produit alors que ce n'est pas vrai. Et dans la première partie de ce document, vous retrouverez tout le cadre législatif qui encadre l'usage de ces allégations environnementales. Petite information, si vous rencontrez des allégations environnementales trompeuses, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire tant à titre perso qu'à titre professionnel? C'est signaler cette problématique à signal.cosson.gouv.fr. C'est les contacts de la DGCCRF derrière. Alors, je l'ai fait, moi, à titre perso, pour tester. C'est un petit peu fastidieux, ou enfin, c'est peut-être moi qui ai rendu les choses fastidieuses parce que j'ai voulu creuser jusqu'au bout. Mais voilà, vous dites où ce que vous avez rencontré comme problème, quelle était votre analyse et comment, voilà, comment ce serait mieux de faire. Et la DGCCRF vous met en relation soit avec la marque, soit intervient directement. Ensuite, je vous laisserai découvrir les ressources documentaires et je laisse la parole parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps et merci et toutes mes excuses, j'avais pas vu que j'avais mis autant de temps. Voilà. Écoutez, Émilie, c'était